Vers 2 heures du matin, le 20 juin 1996, un ambulancier qui n'était pas de service aperçut une voiture abandonnée sur la route. Elle était garée dans une voie de sortie de l'autoroute 476 direction ouest, en sortant de Philadelphie. Le moteur tournait et les phares, de même que la radio, étaient toujours allumés. Mais il n'y avait personne à bord. L'homme appela le service d'urgence. Après avoir noté l'information, le répartiteur dépêcha des patrouilleurs sur les lieux. Une fois avisé de la découverte, le lieutenant Lenny Bandy de la police d'État se dirigea vers la sortie de l'autoroute. Quand on a trouvé cette voiture, la portière du côté du conducteur était ouverte. Les phares étaient allumés, on entendait la radio et le moteur tournait. Cela m'est apparu très étrange. On semblait être en présence d'un crime. L'équipe du service judiciaire de la police d'État, dirigée par le caporal Alan Stewart, arriva sur la scène. Il y avait du sang devant le véhicule. Il était impératif de commencer notre travail le plus vite possible. On trouva un démonte-pneu devant la voiture. À côté, il y avait une petite mare de ce qui ressemblait à du sang. C'était plus qu'une voiture abandonnée. Je croyais qu'il s'agissait d'un cas de personne disparue. Les circonstances étaient suspectes avec ce démonte-pneu et le sang devant la voiture, de même que l'apparente précipitation du conducteur à quitter les lieux. On a recueilli du sang avec un coton-tige et on l'a envoyé au labo pour analyse génétique. Les experts firent attention de ne détruire aucun indice. Ils trouvèrent un sac à dos qui semblait appartenir à un étudiant, mais il ne contenait aucune pièce d'identité. La voiture était enregistrée au nom d'une femme de Brookhaven, en Pennsylvanie. Les enquêteurs apprirent alors que c'était Amy, sa fille de 22 ans, qui conduisait la voiture ce soir-là. Pendant que les patrouilleurs parlaient aux parents d'Amy, on poursuivait les recherches sur la scène du crime. Un des patrouilleurs avait vu un slip de femme et des chaussures à flanc de coteau. Il est allé les chercher. Plus tard, la mère d'Amy confirma qu'il s'agissait bien des chaussures de sa fille. Cela ressemblait de plus en plus à un enlèvement. Près des vêtements, les patrouilleurs aperçurent des traces de pneus très nettes qu'ils photographièrent. Après avoir pris des photos, on a fait un moulage de ces empreintes de pneus. Le résultat obtenu fut envoyé au labo. Les parents d'Amy étaient fous d'inquiétude car ils connaissaient de près le monde du crime. Son père était agent de police et sa mère était infirmière aux urgences. On voulait faire tout ce qu'il fallait pour ramener cette jeune fille chez elle, saine et sauve. Ils étaient partis à l'extérieur de la ville quelques jours plus tôt et n'avaient pas vu leur fille depuis. Ils savaient toutefois que ce soir-là, Amy devait sortir avec des amis. Ils fournirent une description de leur fille de 22 ans, notamment le tatouage qu'elle avait à la cheville. On lança un avis de recherche et la presse de Philadelphie s'empara de l'affaire. Dès le lendemain matin, les amis de la jeune fille qui était sortie avec elle la veille au soir se manifestèrent. On essayait de reconstituer les déplacements d'Amy à partir du moment où on l'avait vue pour la dernière fois jusqu'à celui où on avait trouvé sa voiture. Tous les amis du collège d'Amy avaient la même version des faits. Il s'agissait d'une simple réunion entre amis. Après avoir bavardé pendant quelques heures, Amy avait quitté le bar seule vers 1h30 du matin. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Au service d'enquête criminelle de Delaware County, le sergent-détective Greg Seltzer et le détective Charles List furent ébranlés d'apprendre que la fille de leur collègue avait disparu. Je connais Paul depuis des années, je connais bien la mère d'Amy, et on voulait faire tout ce qu'il nous était possible de faire. Le sergent-détective Seltzer contacta son supérieur qui les assigna aussitôt à cette enquête. Je suis allé voir mon capitaine, le chef des enquêteurs du comté, et je lui ai dit que la fille d'un de nos agents avait disparu. Pendant que des équipes cherchaient Amy, une escouade spéciale se réunit au quartier général pour planifier des recherches exhaustives. On s'est servi de nos connaissances en victimologie. On voulait tout savoir d'Amy et de ses comportements. On a appris que cette jeune femme menait une vie normale. Amy Willard était une athlète respectée à l'université George Mason. C'était aussi une étudiante responsable qui suivait des cours d'été. Elle n'avait aucune activité douteuse ni relation avec des personnes dangereuses. À 17h, 15h s'étaient écoulées et l'on n'avait toujours pas eu de nouvelles de la jeune femme. Pendant notre réunion, on a reçu un appel du service de police de Philadelphie. Nous apprenons qu'on avait trouvé un corps qui correspondait à la description d'Amy. Des enfants avaient découvert un corps nu au cours de l'après-midi dans un secteur isolé du nord de Philadelphie. C'était situé à 40 km de la voiture d'Amy. Il n'y avait aucun sac à main ni vêtements près du corps, mais tous savaient de qui il s'agissait. Les caractéristiques physiques, la taille, la grandeur et le poids, tout correspondait à la description qu'on avait d'Amy, et plus particulièrement le tatouage sur la cheville de la victime, qui était identique au tatouage d'Amy.
Retrouver Amy dans ces conditions fut difficile pour tous ceux qui participaient à l'enquête. Avant l'autopsie de la victime, les parents d'Amy confirmèrent qu'il s'agissait bien de leur fille. Le médecin légiste conclut que la jeune femme était morte de plusieurs coups infligés avec un objet contondant à la tête et au corps. C'était une attaque brutale. Pendant l'autopsie à laquelle on assistait, on a remarqué une série de marques sur son côté droit. Cela avait la forme de carreau avec un X au centre. Ces marques étaient des brûlures qu'on lui avait infligées. Ces blessures étaient si particulières que les enquêteurs croyaient que s'ils trouvaient l'instrument qui avait servi à les infliger, ils connaîtraient par le fait même l'identité du meurtrier. Le médecin légiste constata que la victime avait été violée et il recueillit du sperme. L'échantillon fut envoyé au labo pour analyse avec un échantillon du sang de la victime. Au laboratoire judiciaire régional de la police de Pennsylvanie à Lima, les experts conclurent que le sang trouvé près de la voiture était celui d'Amy Willard. On analysa également le liquide séminal recueilli sur la victime. Par une technique appelée réaction en chaîne de la polymérase, les experts purent créer des millions de copies d'un brin d'ADN afin qu'il soit assez gros pour être déchiffré. Ils purent ainsi dresser le profil génétique d'un assaillant possible. Malheureusement, ce profil ne figurait pas dans la base de données des codes génétiques des criminels. C'était malgré tout un indice de première importance, selon l'assistant du procureur de district Dan McDavid. On disposait du profil génétique du meurtrier, mais on ne connaissait pas son nom. Les enquêteurs croyaient avoir découvert l'empreinte des pneus de la voiture du meurtrier. Le lieutenant Dennis Luce, commandant du service de soutien technique et de l'entraînement au labo, examina le moulage de l'empreinte. Les moulages du pneu qu'on a examiné comportaient 4 sillons et 5 saillies. Quand on a examiné notre base de données, on a cherché tous les modèles de pneus qui partageaient ces caractéristiques. On a déterminé qu'il s'agissait d'un pneu Firestone de modèle FR 440. Même s'il s'agissait d'un modèle de pneu courant, il permettrait de confirmer qu'on était ou non en présence d'un suspect. Les enquêteurs analysèrent les traces de brûlure sur le corps de la victime. Si on pouvait trouver ce qui avait causé ces marques, on pourrait découvrir l'identité du meurtrier. Lors de l'examen des traces de brûlure, un pathologiste tenta d'abord d'établir la forme et la dimension de l'instrument qui avait provoqué ces blessures. Même s'il n'a pas pu nous dire de quoi il s'agissait, il a fait un croquis de ce à quoi l'objet devait ressembler. L'équipe d'enquête disposait de nombreux indices, les marques de brûlure, les traces de pneus et le profil génétique du meurtrier. Mais bien qu'on ait suivi toutes les pistes, on ne trouva rien de concluant. Plusieurs mois s'écoulèrent. Les policiers étaient de plus en plus déçus. Le détective Charles List et le sergent-détective Greg Seltzer ignoraient encore pourquoi Amy avait rangé sa voiture au bord de la route. Puis, tard le soir du 29 mai 1997, près d'un an après la mort d'Amy Willard, l'étudiante en soins infirmiers Patty Jordan, de 19 ans, quitta une boîte de nuit de Philadelphie et prit la route pour rentrer chez elle. J'ai alors remarqué une auto qui venait rapidement derrière moi, les phares allumés. J'ai changé de voie et le conducteur a fait la même chose. J'ai encore changé de voie et il m'a suivi. J'ai accéléré et il m'a imité. Puis j'ai ralenti et il a fait la même chose. Patty était la fille d'un policier de Philadelphie. Elle savait qu'elle devait tenter de rejoindre rapidement son père. Je me suis dit que j'allais me rendre au poste de police numéro 2. C'est le poste à côté de chez moi. Je me stationnerai à cet endroit et j'appellerai mon père. Après être sortie de l'autoroute, elle s'arrêta à un feu rouge. Il est alors arrivé derrière moi. Je pouvais le voir. Je pouvais voir les phares de sa voiture. Je me suis dit, mais il va me foncer dessus, et c'est ce qui est arrivé. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'arrêtait pas de faire signe de me ranger. J'étais en colère et j'étais terrorisée. Mais Patty Jordan ne rangerait pas sa voiture. J'ai alors mémorisé le numéro de plaque pour le donner à mon père. L'homme finit par partir, mais pas avant que Patty n'ait eu le temps de mémoriser son numéro de plaque. Je me le répétais sans cesse, et dès que je suis rentrée à la maison, j'ai couru à la cuisine où je l'ai noté. Le sergent James Jordan est le père de Patty. Le meurtre d'Amy Willard avait défrayé la manchette. J'ai entré le numéro de la plaque dans la base de données criminelle et découvert que la voiture appartenait à Arthur Bomar. Il était propriétaire d'une Ford Escort. Patty, elle, croyait que c'était une Honda. Le sergent Jordan découvrit que Bomar avait été reconnu coupable de meurtre et qu'il était recherché au Nevada pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Plus je pensais à ce qui était arrivé à ma fille, et plus j'étais convaincu que je devais appeler la police de Delaware County. Le sergent détective Seltzer et son collègue Charles List ont parlé avec ma fille. Je ne pourrai jamais oublier l'expression sur leur visage quand Patty leur a raconté ce qui lui était arrivé.
La description faite par Patty de l'homme qui fonçait sur sa voiture correspondait à celle de Bomar. Même si la plaque d'immatriculation était celle d'une Ford Escort, Patty était persuadé que la voiture du suspect était une Honda de couleur foncée. Il pouvait avoir échangé les plaques d'immatriculation. C'était la piste la plus prometteuse jusque-là. Dans toute cette affaire, nous n'avions rien trouvé. Je ne peux vous dire ce que ce moment a représenté pour nous quand on a su qu'elle avait noté ce numéro de plaque d'immatriculation et nous l'a donné. On ne voulait maintenant qu'une chose, parler avec Bomar. Les policiers ne trouvèrent pas le détenu en liberté conditionnelle tout de suite. Mais après des recherches aussi pénibles que longues, ils furent surpris de voir à quel point l'enquête progressait rapidement. Ça faisait 1 an qu'on remontait toutes les pistes. Arthur Bomar est alors arrivé dans le portrait. En moins de 3 jours, on est parvenu à le mettre en détention préventive. Le sergent détective Seltzer et son collègue, le détective List, interrogèrent Bomar au poste de police de Lower Merion, où il était détenu suite à des accusations de cambriolage. Il déclara ne rien savoir du meurtre d'Amy Willard. Il n'était même jamais allé au nord de Philadelphie où l'on avait trouvé le corps. Il reconnut toutefois qu'il était allé au bar où Amy se trouvait le soir de sa mort, mais ajouta qu'il n'y était pas ce soir-là. Il participait à une fête d'anniversaire. En parlant aux membres de sa famille, on a découvert qu'il nous avait menti et qu'il n'avait jamais assisté à cette fête. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les experts prélevèrent des échantillons de tissu dans la joue de Bomar pour comparer son ADN à celui recueilli sur la victime. On devrait attendre quelques jours avant que le labo n'ait le temps de terminer les analyses. Les policiers fouillèrent le secteur où Bomar avait été arrêté pour cambriolage. Ils trouvèrent alors une voiture portant le même numéro de plaque que celui que Patty Jordan avait donné à son père. Ce numéro correspondait à une Ford Escort. Et pourtant, la plaque était sur une Honda noire, exactement comme Patty l'avait dit. Plus tard, les techniciens ne trouvèrent aucun indice qui aurait permis de soutenir que la Honda était reliée à l'affaire Amy Willard. Ils devaient trouver la Ford Escort. La pression exercée sur les policiers était de plus en plus forte, mais le mystère n'était toujours pas résolu. On n'avait pas retrouvé la voiture ni expliqué la présence des brûlures sur le corps de la victime et l'on n'avait pas encore comparé l'ADN du suspect. Après 1 année de recherche, les enquêteurs de Delaware County espéraient enfin clore cette affaire et rendre justice à la jeune victime de ce meurtre. Les détectives retracèrent la petite amie de Bomar qui leur donna une toute autre version. Elle le craignait et se cachait de lui. Bomar lui avait confié qu'il était bien allé au bar en question le soir du meurtre. Il lui avait également avoué qu'il avait vu Amy Willard quitter les lieux et l'avait suivie. Il l'avait ensuite forcée à se ranger. La petite amie ignorait toutefois comment il s'y était pris. Bomar avait frappé Amy pour lui faire perdre conscience. Il l'avait ensuite conduite au nord de Philadelphie où il l'avait violée et tuée. Selon la petite amie de Bomar, celui-ci conduisait une Ford Escort ce soir-là. Cette déposition fournit une importante percée aux enquêteurs, mais ceux-ci devraient trouver des preuves solides pour étayer ces déclarations. Le détective Charles List de Delaware County ainsi que le sergent détective Greg Seltzer croyaient que la Ford Escort scellerait le destin de Bomar. Son véhicule était très important parce qu'à un certain moment, Amy s'était trouvée à bord. On a découvert par la compagnie d'assurance que la voiture avait été accidentée peu de temps après son enlèvement. Les détectives apprirent que la voiture avait été remorquée sur le terrain d'une entreprise de ferraille. On a obtenu un mandat. On espérait trouver des traces de sang, des cheveux ou des fibres qui relieraient Amy Willard à Arthur Bomar. Quand la dépanneuse souleva la voiture, les enquêteurs furent abasourdis. Il y avait un motif qui leur était familier sur le carter d'huile. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, de l'objet à la source des brûlures particulières sur le corps d'Amy. Au garage de la police, le service judiciaire examina la voiture. Sur la portière du côté passager, on trouva ce qui ressemblait à du sang séché. Les experts enlevèrent le carter pour le comparer aux photos des brûlures sur le corps de la victime. Ils prirent également les pneus de la voiture pour voir s'ils étaient identiques aux traces de pneus de la scène de l'enlèvement. Le caporal Alan Stewart faisait partie de l'équipe d'experts judiciaires. On a envoyé le carter d'huile à un expert et il nous a confirmé que le motif sur le corps d'Amy correspondait bien à ce bac à huile. De son côté, le lieutenant Dennis Lowes compara le moulage de la trace de pneus sur la scène du crime à l'empreinte des pneus Firestone FR 440 de la voiture de Bomar. En comparant les traces de pneus du crime à celles de la voiture du suspect, on a pu déterminer qu'ils présentaient les mêmes marques d'usure. I finished looking at that tire track that you sent in, that tire you sent in. It's consistent with the track from the crime scene.
La sérologiste Cecilia Cassiola examina la portière de l'auto et y trouva le sang d'Amy Willard. Le fait que l'on trouve le sang de la victime dans la voiture du suspect démontrait qu'elle s'était bel et bien trouvée à bord. Mais la preuve la plus concluante provenait des analyses génétiques. L'ADN était le même. Voici l'assistant du procureur Dan McDavid. Les preuves d'ADN étaient irréfutables. Il n'y avait qu'une chance sur 5 milliards qu'Arthur Bomar ne soit pas la personne ayant fourni cet ADN trouvé lors de l'autopsie. C'est donc sur cette preuve que toute notre enquête reposait. En outre, on a pu démontrer que c'était la voiture qu'il conduisait qui avait causé les brûlures sur le corps d'Amy. Et l'on a trouvé le sang de la jeune femme sur la portière de son auto. Quant aux pneus de la voiture de Bomar, ils avaient laissé des traces sur la scène de l'enlèvement. Cela suffit à convaincre le jury. Le 1er octobre 1998, Arthur Bomar fut reconnu coupable d'enlèvement, de viol et de meurtre au premier degré. On l'a condamné à mort.